introduire l'intervention d'Aurélien Bigot qui va nous rejoindre dans un instant, une question quiz. Et c'est lui qui donnera la réponse d'ailleurs. Alors, la question quiz, c'est quelle est la part du pétrole dans les consommations d'énergie dans le transport en France? Vous avez plusieurs réponses au choix. Évidemment, il y en a une qui est bonne. Et c'est donc Aurélien Bigot. Vous avez le temps de répondre à cette question. Le temps d'accueillir sous vos applaudissements Aurélien qui nous rejoint et qui donnera la bonne réponse tout à l'heure. Alors Aurélien, juste pour vous présenter, vous êtes chercheur sur la transition énergétique de la chaire Énergie et Prospérité. Vous travaillez plus précisément sur la transition écologique des transports. Vous avez réalisé une thèse sur le sujet en 2020 pour approfondir tous ces moyens finalement pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez également participé pendant plus d'un an à tous ces scénarios prospectifs de l'ADEME, donc vous étiez dans l'équipe. Excellents scénarios d'ailleurs qui sont entièrement disponibles avec de très belles vidéos. Je vous laisse la parole. Quand vous voudrez afficher la réponse du quiz, vous nous en ferez la demande. Et en particulier, voilà, pour nous rappeler tous ces défis à relever et les leviers de cette stratégie bas carbone. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je vais en effet vous présenter des éléments sur ma thèse, notamment sur les défis de la transition énergétique dans les transports, en prenant comme cadrage général déjà de reposer les enjeux en termes d'évolution des émissions de gaz à effet de serre en France dans les transports. Donc ça, ce sont pour les transports intérieurs. Depuis 1960, on voit qu'on a eu une très forte hausse des émissions jusqu'au début des années 2000 et que la tendance sur la décennie 2010, c'était des émissions relativement stables. Alors il y a eu une chute temporaire pendant la période du Covid, bien évidemment, mais depuis, il y a eu un rebond des émissions. Et si maintenant on se place en prospective, qu'est-ce qu'on doit atteindre? C'est de réussir en tout cas une baisse très forte des émissions dans ce que fixe la stratégie nationale bas carbone, y compris à court terme, donc cette baisse pour atteindre quasiment zéro émission directe à l'horizon 2050 dans les transports. Donc c'est-à-dire que notamment il ne devra plus du tout y avoir de pétrole dans l'ensemble des transports terrestres à cet horizon. Donc à la fois plus une seule goutte de pétrole à la fois dans les voitures, dans les véhicules utilitaires légers, dans les poids lourds, les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées, encore les bateaux de transport fluvial. Donc en 27 ans, on s'imagine bien que c'est un défi énorme qui est devant nous, sachant qu'il y a énormément d'inertie, de manière générale, à la fois dans l'aménagement du territoire, dans les infrastructures de transport, dans les flottes de véhicules aussi qui mettent un certain temps aussi à se renouveler, dans les pratiques de mobilité de manière plus générale ou encore l'organisation de la logistique. Donc ça, c'est le cadrage assez global sur la question de la décarbonation des transports qui est un enjeu central. Il y a aussi d'autres enjeux, d'autres impacts environnementaux, impacts sociaux, impacts sanitaires aussi des transports qui doivent aussi être pris en compte dans cette transition de manière plus générale. Donc il y a des enjeux de transition énergétique, donc il y a le changement climatique, il y a la question aussi de la pollution de l'air qui est beaucoup liée à la transition énergétique. Il y a aussi d'autres enjeux de pollution de l'air qui ne sont pas que liés à la transition des transports, par exemple les émissions de particules hors échappement. Mais en tout cas, voilà, il y a cet enjeu de la pollution de l'air, un enjeu sanitaire qui est très important. Il y a toute la question de l'épuisement des ressources, c'est un autre enjeu de la transition énergétique, du fait de sortir du pétrole. On voit bien d'un point de vue à la fois géopolitique, économique, social, toutes les vulnérabilités qu'on peut avoir liées à cette dépendance au pétrole qu'on a actuellement dans les transports. Si on passe à d'autres technologies, d'autres énergies, il y aura aussi des questions de ressources importantes. Et puis, si on étend encore un peu plus les problématiques, il y a aussi des questions d'occupation d'espace, de consommation d'espace, d'artificialisation et d'impact sur la biodiversité qu'il peut y avoir. Et puis, toute la place qui est occupée à la fois pour la circulation des véhicules, pour leur stationnement, pour les opérations logistiques aussi. Donc ça, c'est une consommation d'espace qui est très, très importante aussi sur le territoire. Il y a des questions de pollution sonore, donc de bruit, qui sont souvent sous-estimées, en tout cas dans leur composante d'impact sanitaire. Il y a des réels impacts sanitaires forts aussi sur cette pollution sonore. Il y a des questions bien évidemment d'accidentalité, notamment d'accidentalité routière qui ne baisse plus en gros depuis une dizaine d'années désormais.
Il y a des questions, là c'est plus en lien avec la mobilité des voyageurs, mais de sédentarité, d'inactivité physique. Globalement, nos modes de vie, nos transports, nos mobilités sont beaucoup trop inactives, ce qui a des conséquences sanitaires importantes également. Et puis, dans la transition de manière générale, il y a aussi des questions d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale, de transition économique à réaliser aussi pour réussir plus globalement à se tourner vers des mobilités plus durables. Donc ça, ce sont les grands défis. Après, heureusement, on a des leviers pour réussir à répondre à ces défis, notamment à répondre aux défis climatiques et limiter les émissions de CO2. Ce qu'on va voir, c'est que ces leviers ils permettent aussi de répondre aux autres défis de transition que j'évoquais juste avant, au moins pour une partie d'entre eux. Donc dans les 5 leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone, le premier d'entre eux, c'est la modération de la demande de transport. Donc c'est modérer le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs ou bien le nombre de tonnes kilomètres pour ce qui est du transport de marchandises, donc avec des problématiques de relocalisation, de filières éventuellement plus courtes, davantage de proximité également dans les modes de vie, dans l'aménagement du territoire. En second levier, il y a la question du report modal, donc notamment vers les transports en commun, les modes actifs pour les voyageurs, vers le transport ferroviaire, le fluvial pour le transport de marchandises, aussi la cyclo-logistique aussi qui s'inscrit dans ce report modal. Le troisième des leviers, c'est l'amélioration du remplissage des véhicules, donc qui est valable pour les voitures avec le covoiturage, mais aussi bien évidemment pour les poids lourds, les véhicules utilitaires légers, etc., les trains, les bateaux de transport fluvial. Il y a un quatrième levier qui est de réduire les consommations énergétiques des véhicules. Donc il y a certains de ces leviers qui s'inscrivent plutôt dans des dynamiques de sobriété, une réduction du poids des véhicules, éco-conduite ou réduction de vitesse sur les routes les plus rapides notamment, ça permet de réduire ces consommations d'énergie des véhicules. Et puis on a une autre partie qui se raccroche davantage à la technologie, donc l'amélioration du rendement des moteurs ou encore l'électrification qui permet également de réduire les consommations énergétiques des véhicules. Et puis enfin, le cinquième et dernier levier, c'est de passer du pétrole, qui aujourd'hui représente un petit peu plus de 90% des consommations d'énergie du secteur. Donc la bonne réponse était 91%. Est-ce qu'on peut juste regarder les résultats de la question quiz, s'ils avaient bon ou pas? On va voir. C'est possible en régie de... On était... Oh, pas mal. Oui, c'est bon. Il y a une majorité, quoi. Une majorité. En tout cas, c'est la réponse qui a été la plus qui est sortie en tête. Voilà. Bon, bravo à vous. Et le 98% voulait dire quelque chose aussi. Le 98%, c'est la part des carburants liquides dans l'ensemble des consommations d'énergie du secteur. Donc, la majorité de ces carburants liquides sont du pétrole, des carburants pétroliers, et il y a une partie d'agrocarburants. Et les 2% restants, en gros, c'est essentiellement de l'électricité. Pour l'instant, essentiellement dans le transport ferroviaire, mais encore assez peu dans les autres types de véhicules. On peut revenir éventuellement voilà, au slide, merci. Et du coup, passer du pétrole à d'autres motorisations, donc que ce soit l'électrique, l'hydrogène, les biocarburants ou le biogaz, à condition bien sûr de réussir à ce que ces énergies-là soient aussi décarbonées que possible, produites de manière aussi durable que possible, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'instant pour ces différents vecteurs énergétiques, pour ces différentes énergies. Si maintenant on regarde par le passé comment ont évolué les émissions de CO2 des transports et comment ces 5 leviers y ont contribué, je vais d'abord illustrer ça sur le transport de voyageurs. Donc ça, c'est l'évolution des émissions de CO2 du transport de voyageurs depuis 1960, avec une multiplication par 4,2 des émissions. Et si on regarde la contribution des 5 différents leviers, le premier levier qui a participé à la hausse des émissions, c'est essentiellement ce levier de demande de transport qui a été multiplié par 4,7. Et donc, il y a eu un impact très fort sur la hausse des émissions. Et puis, à la fois les émissions de CO2 et la demande de transport ont été très proches sur le passé. C'est parce que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru dans le transport de voyageurs ont assez peu baissé par le passé. Et ça, c'est parce que les 4 autres leviers se sont beaucoup compensés entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le levier de report modal qui, sur la période, a plutôt joué dans le mauvais sens, donc une hausse de plus 22% des émissions liées à ce levier. Il y a une hausse aussi liée à la baisse du remplissage des véhicules, donc c'est une contribution à la hausse aussi sur les émissions de CO2 par le fait qu'on a plutôt décovoituré historiquement. Et puis ensuite, les 2 derniers leviers qui sont des leviers un petit peu plus technologiques, cette fois-ci, ils ont davantage joué dans le sens de la baisse des émissions de CO2, notamment pour ce qui est de la baisse des consommations énergétiques du secteur et dans une moindre mesure via le passage à des énergies un petit peu moins carbonées, en tout cas pour la partie un petit peu biocarburant, bien que quand on regarde les choses en analyse de cycle de vie, on n'a pas des gains qui sont aussi importants que ça. Si maintenant j'illustre pour le secteur du transport de marchandises,
Sur l'évolution des émissions de CO2 par le passé, on a eu aussi une multiplication importante, une augmentation importante des émissions, une multiplication par 3,3 sur l'ensemble de la période. Et ce qu'on retrouve en commun avec le transport de voyageurs, c'est que la demande de transport a vraiment été un facteur majeur dans l'évolution de ces émissions de CO2. On voit que voilà, cette demande de transport a été multipliée par 3,4 et on voit que c'est ça qui a guidé les principaux cycles de hausse et de baisse des émissions de CO2 du transport de marchandises sur le passé. Notamment, on voit bien à la fois l'impact à la baisse qu'il y a eu au moment des chocs pétroliers des années 70 et au moment de la crise de 2008 qui a fait chuter aussi la demande de transport et du coup les émissions de CO2 du transport de marchandises à cette période-là. Et comme pour le transport de voyageurs, les 4 autres leviers se sont compensés entre eux. Et là, cette fois-ci, c'est essentiellement le levier de report modal qui a joué dans le mauvais sens. Donc, en gros, quasiment un facteur de multiplication par 2 des émissions liées à ce report modal de manière importante, du coup, depuis le transport ferroviaire et le transport fluvial vers le transport routier. En 1960, le transport routier représentait 34% des parts modales. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est plutôt autour des 88% de parts modales pour le transport routier. Donc, dans le même temps, à la fois le transport ferroviaire et le transport fluvial ont beaucoup baissé en termes de parts modales. Et puis, cette fois-ci, les 3 autres leviers ont joué dans le bon sens. Et la différence avec le transport de voyageurs, c'est que le levier du remplissage des véhicules s'est amélioré par le passé dans le transport de marchandises. Donc, si on regarde notamment à l'échelle des poids lourds, on s'est tourné vers des poids lourds plus capacitaires qui emportent plus de tonnes de marchandises par véhicule. Donc, si on regarde en tout cas à l'échelle des modes de transport dans leur ensemble, il y a de chaque côté, disons, il y a eu une massification des transports par mode de transport. Mais si on regarde dans l'ensemble, comme il y a eu notamment un report depuis le ferroviaire et le fluvial vers le routier, on a plutôt eu au global une certaine démassification des transports. Donc ça, c'est pour les émissions passées. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, par le passé, il y a eu un impact majeur de la demande. Les leviers de sobriété qui ont plutôt joué dans le mauvais sens, le levier technologique plutôt dans le bon sens, mais pas de manière suffisante pour faire fortement baisser les émissions. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'instant, les politiques publiques environnementales sur le secteur des transports ont finalement eu un impact qui est assez limité par rapport à d'autres tendances, et notamment à l'impact de certaines crises qu'il y a pu y avoir, certaines crises énergétiques sur le prix du pétrole, etc., dans l'explication de l'évolution des émissions des transports. Si désormais on se met en prospective en faisant les mêmes évolutions et qu'on regarde ce que prévoit la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050, ce qui est prévu, c'est d'atteindre, donc là pour le transport de marchandises, je vais illustrer avec ce secteur-là, on a quasiment 0 émissions directes qui sont prévues à cet horizon-là dans le secteur du transport de marchandises. Dans la stratégie nationale bas carbone, dans la dernière version, il était prévu une hausse de la demande de transport de l'ordre de 40%, ce qui était plutôt une reprise de la hausse de la demande de transport, dans le sens où on est à peu près au même niveau qu'à la fin des années 90 actuellement sur la demande de transport. Il y avait un impact assez faible du report modal, il n'y avait pas encore l'objectif de doubler la part modale du fret ferroviaire à l'horizon 2030, au moment où cette stratégie avait été réalisée. Un impact aussi à la baisse de l'amélioration du remplissage des véhicules. Et puis les 2 principaux leviers, consommation énergétique des véhicules et baisse de l'intensité carbone de l'énergie ou décarbonation de l'énergie, représentent la majorité des baisses d'émissions d'ici 2050. C'est ce qu'on voit aussi sur le graphique de droite, où plus on va vers 2050, plus c'est la décarbonation de l'énergie qui permet de réduire les émissions de CO2 des transports dans cette stratégie nationale bas carbone. Si maintenant je compare cette stratégie avec d'autres scénarios de prospective qui ont pu être publiés en France, et notamment pour ceux qui ont été publiés avant 2019. Donc depuis, il y a eu d'autres scénarios publiés, notamment ceux de l'ADEME. Mais si on regarde ici comment se situe la stratégie nationale bas carbone par rapport à d'autres scénarios, ce qu'on voit, c'est que sur le levier de demande de transport, il y a plutôt une projection vraiment haute de l'évolution de la demande de transport, pendant que les scénarios tendanciels que j'avais pu comparer étaient plutôt à plus 20% en termes de demande de transport. Et puis, dans des scénarios les plus ambitieux sur la baisse de la demande, on pouvait atteindre plutôt dans les moins 15, moins 20%. Dans certains scénarios de l'ADEME qui mettent un accent fort sur la sobriété, sur la relocalisation, sur la limitation de la longueur des chaînes logistiques, etc. On a même des baisses de demande de transport dans le scénario le plus sobre qui vont jusqu'à moins 45%. Donc si vraiment on a une sobriété très forte dans la sobriété d'ici 2050, donc on voit qu'en tout cas il y a des contrastes assez forts selon les scénarios sur ce levier de demande de transport.
Dans le facteur de report modal, donc il y avait une ambition assez faible dans la stratégie nationale bas carbone, et on retrouve dans pas mal de scénarios un potentiel de baisse des émissions de l'ordre de moins 20, moins 25% via ce report modal vers les transports moins consommateurs d'énergie et de ressources. On a une ambition qui est plus forte cette fois-ci parmi les différents scénarios de la stratégie nationale bas carbone sur le levier de remplissage des véhicules. Et puis enfin, si je mets les leviers plus technologiques, là encore, la stratégie nationale bas carbone est parmi les leviers, les scénarios les plus ambitieux quelque part, parce que aussi sur les leviers de sobriété, il y a eu moins d'ambition, donc ça oblige à faire à avoir des projections très fortes aussi sur les leviers technologiques d'ici 2050. Si on regarde dans cette stratégie, quelles sont les énergies qui sont développées à l'horizon 2050, donc on peut voir que sur la voiture, c'est essentiellement l'électrique qui est prévu. Si on regarde vers les véhicules plus lourds, les transports en commun routiers, les poids lourds, et bien là, cette fois-ci, on a davantage une diversification des énergies, avec notamment le biogaz, les agrocarburants qui prennent plus de place. L'hydrogène n'était pas quantifié à ce moment-là dans cette dernière stratégie, mais il est probable que dans la nouvelle version, il y aura davantage aussi ce vecteur énergétique-là qui sera prévu sur ces modes de transport. Et puis, si je conclus avec cette slide pour l'impact des différents leviers de décarbonation, donc là, en version un petit peu plus détaillée, donc les 5 leviers de demande, de report modal, de remplissage, de baisse des consommations énergétiques et de décarbonation de l'énergie, si on regarde à quel point ils permettent de répondre aux autres externalités, aux autres défis environnementaux, sociaux, sanitaires que j'évoquais en début de présentation, eh bien, ce qu'on voit, c'est que globalement, en tout cas, les impacts des différents leviers sont plus souvent positifs que négatifs, donc il y a plus de co-bénéfices à faire cette transition climatique sur les autres défis des transports que de nouveaux impacts ou de nouveaux défis auxquels faire face. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et si on regarde un peu plus entre les leviers de sobriété, qui pour l'instant sont assez peu sollicités, les leviers plus technologiques, mais on va avoir plus de co-bénéfices à davantage solliciter les leviers de sobriété à l'avenir. Et donc, je vais juste mettre les principaux enseignements ici. Donc, sur le climat, une nécessaire sortie du pétrole d'ici 2050, avec de nombreux autres défis de transition. Et puis, pour accélérer la transition des transports, il va falloir, en effet, sortir du pétrole, privilégier l'électrique, qui est le vecteur le plus décarboné parmi ceux qu'on a actuellement à disposition parmi les différents vecteurs. Pour autant, il y a des problématiques de ressources, de délai de mise en œuvre de cette décarbonation d'énergie, de coûts aussi, souvent plus importants pour ces technologies. Donc il va falloir aussi avoir une ambition plus forte aussi sur les leviers de sobriété à l'avenir, avec des co-bénéfices aussi importants via ces leviers de sobriété. Merci beaucoup, Aurélien Migaud.